À l'occasion du prochain festival de guitare de Puteaux qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre, le parrain de l'événement, le prestigieux guitariste Jean-Félix Lalanne, se confie au micro de Puteaux TV. C'est très paradoxal, mais je ne peux pas dire que j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare quand j'étais petit. C'était vraiment une rencontre par hasard avec l'instrument. En fait, j'avais 10-11 ans et j'étais chez des amis de mes frères, donc qui ont plus 3 et 4 ans de différence d'âge avec moi. Donc évidemment, quand on est adulte, ça compte pas beaucoup, mais quand on est petit, ça compte. Et ils jouaient pas du tout avec moi parce qu'ils avaient 14 et 15. Et en fait, je m'ennuyais vraiment. J'étais sur un canapé, j'ai vu, il y avait une guitare derrière la télévision de là où j'étais. Donc j'ai vraiment pris la guitare pour m'occuper. Et je l'ai prise vraiment comme on prend un jouet. Donc je pense réellement qu'il y aurait eu un violon, j'aurais pris le violon en fait. C'est très très étrange. En fait, j'ai eu énormément de chance. Parce qu'après, j'ai pris la guitare et j'ai commencé à chercher des mélodies que je me chantais dans la tête. Et comme ça, à la fin de la journée, comme ça, j'avais trouvé Jeux interdits en mettant les basses à l'oreille. En fait, je me disais tout simplement que si je pouvais me chanter quelque chose dans la tête, je pouvais le trouver sur l'instrument. En fait, et c'est resté la base de tout. En fait, d'ailleurs, c'est la base de la musique, hein, le chant. Parce quand on joue, on doit avoir un chant intérieur tout le temps quand on joue. Et après, je dois le dire, parce que finalement, pendant très longtemps, j'ai eu un peu de pudeur à dire ça parce que je trouvais ça prétentieux. Mais en fait, ça n'est pas du tout, puisque c'est pas du tout ma faute. J'étais un enfant doué. Et un enfant doué ne rend pas forcément un adulte doué. L'adulte doué, il faut qu'il travaille. Donc, un enfant doué, ben voilà, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me montrait quelque chose, je le refaisais. Je fais bon après. Et celui qui me donnait les premiers cours au début, il me disait « mais t'es pas censé normalement le refaire tout de suite. Tu dois normalement travailler un peu pour y arriver. » Donc j'avais aucun problème à refaire ce qu'on me montrait. Et j'ai vraiment démarré comme ça. Et pour moi, le vrai mystère, c'est pas tellement encore refaire ce qu'on me montrait, c'est la composition. J'ai commencé à composer, j'avais 13 ans. Et il y a un morceau que j'ai composé à l'âge de 14 ans, que je joue encore sur scène. Ben, j'avais trouvé cet accord. Donc il y avait une espèce de dissonance. Et je suis parti sur cette idée. J'ai fait un balancement comme ça. Voilà, j'étais parti là-dessus. Mais c'est cet accord-là qui m'a donné une idée. Ah, c'est marrant, cette dissonance, un accord un peu ouvert comme ça. En fait, une composition, c'est une histoire. Donc, l'histoire, elle peut être effectivement la mélodie, on va dire que ça peut être un sujet, mais ça peut être aussi une histoire basée uniquement sur des émotions. Et à partir de là, ça ne sera pas vraiment une mélodie, mais ça sera des climats, un climat harmonique ou un climat avec un ostinato, avec quelque chose qui se... Donc, il n'y a pas de méthode. Et il y a un morceau que j'aurais rêvé de composer, qui était d'ailleurs le morceau préféré de mon père, qui s'appelle Recuerdos de la Alhambra, qui est un morceau de guitare classique de Francisco Tárrega. Bon, je vous fais le début, hein, pas tout jouer, mais ça fait ça. Après, c'est pas son majeur.
Ça, c'est carrément un chef-d'œuvre. Et c'était en plus le morceau préféré de mon père. Donc je raconte souvent cette histoire qui est vraie d'ailleurs. Mon père adorait ce morceau et quand j'étais petit, gamin, et à chaque fois que je composais un morceau, forcément, j'allais tout de suite le jouer à mes parents. Et mon père, il me disait toujours « Il est joli ton morceau, mais ça ne vaut pas c'est la Alhambra ». Donc ça peut paraître comme ça super violent quand on raconte. En même temps, j'arriverai. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est mélodie, la technique, le principe des trémolos, le fait qu'on ait l'impression qu'il y ait deux guitares qui jouent en même temps. Ah oui, puis techniquement, moi, justement, quand je suis rentré, parce que j'ai commencé à l'oreille, puis je suis rentré dans une école classique de guitare, et j'avais 14 ans, 15 ans, non, même moi, 14 ans. Et dès que je suis arrivé, j'ai demandé au professeur de guitare classique de m'apprendre cette technique. Il m'a dit, mais même pas en rêve, il faut d'abord travailler plusieurs années avant de... Et j'ai pas lâché. Je l'ai rendu fou jusqu'à ce que je mette vraiment à travailler cette technique, et j'y suis arrivé par obstination. Alors, c'est vrai que l'écriture proprement dite, c'est particulier. C'est-à-dire que, justement, comme j'ai appris très tôt la guitare et que j'étais un vrai gourmand de musique, parce que tout simplement, j'avais une soif d'apprendre. Du coup, j'ai aussi appris très tôt l'instrumentation, l'orchestration, la direction d'orchestre, etc. Et tout simplement, pour moi, c'était le moyen de réaliser des fantasmes, c'est-à-dire d'écrire des choses qui ne sont pas jouables sur l'instrument que je pratique. Donc, du coup, quand on a un orchestre, on est un sorcier, quoi. Alors, évidemment, j'avais la chance que mon frère Francis a fait ses premiers albums très jeune. Et donc, ça a été le premier qui m'a fait confiance au niveau des arrangements et des orchestrations. Donc, je me suis retrouvé à diriger des orchestres de 70 musiciens et à écrire des arrangements alors que j'avais 17 ans. Donc, c'est évidemment merci Francis, parce que peut-être que personne d'autre au départ m'aurait fait confiance comme ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Après, j'ai eu la chance aussi de faire la musique du passage, qui était une musique de film. Donc j'ai aussi pu travailler dans des conditions comme ça d'écriture, de composition, de direction. Et après, j'ai créé effectivement plusieurs pièces pour orchestre. Et la pièce dont vous parlez, on va en jouer un extrait justement au festival. C'est une symphonie concertante, en fait. Donc une symphonie concertante, ça veut dire tout simplement que l'orchestre symphonique concerte avec un ou plusieurs solistes. Donc là, en l'occurrence, il y a harpe et guitare qui sont vraiment le couple, en fait. Et donc, ça s'appelle la symphonie astrale. Et j'ai écrit, en fait, j'ai mis en musique les signes astrologiques. Donc, on va dire que c'est un parfum d'horoscope. C'est-à-dire que les traits un petit peu grossiers, mais finalement qui fonctionnent assez bien sur ce qu'on entend dire des signes, la Vierge logique, le Scorpion manipulateur, le taureau qui fonce, mais quand il est sûr, donc le bélier qui fonce quoi qu'il arrive. Des petits clichés comme ça, mais qui finalement fonctionnent assez bien. Et effectivement, donc ça s'appelle la symphonie astrale, parce que justement, j'ai pris chacun des signes que j'ai mis en musique. Par exemple, je viens d'avoir un petit bébé là, qui est cancer. Voilà, merci, qui est né il y a 3 semaines. Donc le signe du cancer, alors si je fais une réduction, hein, parce que c'est vraiment guitare-orchestre, ça fait... C'est une espèce de petite valse comme ça avec une mélodie, après les cordes qui se posent, la harpe qui répond, etc. Et là, donc, on va faire ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire que normalement, c'est une pièce qui dure 1h15, et où c'est vraiment l'orchestre complet, donc il y a cuivre, vent, percussion, cordes, harpe, etc., piano. Et là, on va faire justement une petite réduction cordes, vent, petite section de vent, harpe, guitare et percussion. Et forcément, je vais réduire aussi donc je vais faire des extraits, ça va durer à peu près une demi-heure pour la première partie. Et en même temps, je suis ravi de travailler avec Julien Chauvin, qui est un jeune chef. Et c'est très paradoxal, enfin, c'est pas paradoxal du tout d'ailleurs. Ils ont choisi
le classique pur, hein, puisqu'ils ont l'habitude de jouer avec des vieux instruments, un vieux répertoire, même avec un vieux diapason. Et, euh, et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, moderne et ouvert. Donc voilà, il a accepté de me suivre dans ce spectacle. Il va découvrir les partitions au fur et à mesure où je vais lui donner, mais voilà, il joue le jeu, c'est généreux, quoi. Donc ça, c'est très agréable. On va utiliser une application sur laquelle je travaille un petit peu en tant que directeur artistique, mais avec une équipe de vrais développeurs, de vrais savants. Donc c'est une application qui s'appelle Music, en fait, qui marche sur iPad ou iPhone, etc. Mais on est en train de pénétrer beaucoup d'orchestres classiques, parce que justement, c'est un système qui permet de remplacer vraiment le papier, mais surtout d'aller plus loin de faire ce qu'on ne peut pas faire avec le papier. Par exemple, je donne un exemple comme ça, mais le premier violon qui crée des annotations, ça le répercute directement sur tous les violons de la section. Il y a la possibilité de synchroniser des iPads avec d'autres. Il y a la possibilité, voilà, sur un seul écran, d'avoir, par exemple, sur la symphonie, moi je vais avoir ma partition de guitare, le chef évidemment va avoir sa partition, chacun va avoir sa partition, mais à tout moment, si le chef me demande, tiens, sur la partition de l'alto par exemple, il y a un truc qui ne va pas par rapport au violon, ben, normalement, ce qu'on fait en général, ben, je pose la guitare, je vais voir le chef, je regarde la partition du chef, ah oui, effectivement, je vais voir la partition de l'alto, ah oui, je compare, je prends la partition, je regarde. Là, en fait, j'ai la possibilité d'accéder directement sur la même page à tous les instruments de l'orchestre, sans bouger. Et donc, je peux regarder exactement, sans bouger, ce que joue l'alto par rapport à la partition qu'a le chef. Enfin, tout ça, c'est on va dire une façon de gagner du temps, y compris pour le bibliothécaire. Enfin, c'est une application extrêmement utile que j'utilise depuis près de 8 ans dans tous mes concerts. Et évidemment, le premier avantage, c'est que moi qui ai des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers de partitions en fonction des différentes formules que j'ai, ben, j'imagine même pas le nombre de valises que je devrais transporter si je devais prendre tout avec moi, alors que j'ai tout directement sur ma tablette. Donc c'est un gain de temps. Donc c'est Patrick Marco qui m'a contacté pour ce festival et j'ai adoré son enthousiasme et son enthousiasme communicatif, en fait, avec une espèce de stress détaché. Et quand il m'a demandé d'être le parrain, justement, le fait que ce soit un premier festival et que quelque part il y ait tout à faire, donc forcément il y a une implication, c'est-à-dire que j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça marche pour lui, j'ai envie que ça marche pour tout le monde, j'ai envie que les gens soient contents, etc. Donc comme j'ai une petite expérience justement de ces gros montages d'événements comme ça, ben forcément j'essaie de me mettre à disposition justement pour à la fois communiquer, à la fois faire en sorte que ça puisse perdurer et que le festival puisse grossir, se développer. Certains le comprennent, d'autres ne le comprennent pas, mais moi j'adore les shows, j'adore faire des shows, et à côté de ça j'adore et j'ai un besoin réel de proximité. J'ai besoin de rencontrer aussi les gens, de mettre un visage à ceux qui m'écoutent ou à ceux qui me suivent ou à ceux qui travaillent mes morceaux parfois. Donc pour moi, rencontrer les gens, répondre à leurs questions, répondre à leurs doutes, parfois leur donner un déclic qui d'un coup va leur faire gagner énormément de temps sur un obstacle technique ou autre, pour moi c'est extrêmement important. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir hérité comme ça d'une connaissance, d'une technique, d'un savoir, et donc pour moi c'est la moindre des choses, surtout à mon âge où on a envie de transmettre. On a envie de faire profiter aux jeunes, tout simplement, la chance que nous on a eu aussi de profiter de nos aînés. Donc tout ça, c'est une espèce d'héritage comme ça qui est... Donc pour moi, une masterclass, bon, c'est un nom un petit peu pompeux, mais je préfère appeler ça une rencontre, où d'un coup, voilà, les gens vont jouer, je vais leur donner des conseils, je vais leur parler un petit peu comme on fait là. Parfois les anecdotes sont super pédagogiques en fait, c'est-à-dire de raconter ce que j'ai pu vivre à tel moment, à tel endroit, par rapport à ce que va vivre peut-être un élève en jouant un morceau. Ben, d'un coup, voilà, il va se dire, bah, tiens, je ne suis pas seul à vivre la même chose, et le fait qu'on ne soit pas seul, ben, ça veut dire que, je parle du trac par exemple, ou du stress qu'on peut avoir à jouer, le fait à un moment donné de mettre des mots à ça, d'expliquer de manière physique ce qui se passe quand on a peur, de donner parfois des petits trucs, d'un coup ça rend moins seul, parce que finalement un guitariste ou un instrumentiste, c'est un solitaire. Quand il travaille chez lui, il est tout seul. Et c'est au moment où il est confronté à du monde qui sait où il en est, en fait, qui sait s'il est capable de jouer le morceau qu'il a travaillé ou pas. Donc voilà, on a besoin d'être accompagné dans ce genre de choses.